Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo, comment je l'avais appelée déjà? Oui, les mondes de la fiction. Donc on entame aujourd'hui la deuxième catégorie qui est la fantaisie urbaine slash fantastique. Je vais commencer cette vidéo avec ce que... En fait, j'ai la liste de livres que j'ai séparés soit en fantaisie urbaine, soit en fantastique. Quoique des fois, il y a peut-être des éléments qui se retrouvent dans un, qui se retrouvent dans l'autre et tout ça. Bon, je vais commencer avec la fantaisie urbaine. Le premier sur ma liste, c'est celui-là. La fille dragon. On le rapproche. Donc, ça a l'air de ça. C'est écrit par l'auteur des Chroniques du Monde émergé. Donc, si vous avez déjà lu ça, c'est de la même auteur. Qui est Licia Trozzi. Qui m'a tout l'air d'être une italienne. Traduit de l'italien, c'est ça. Donc, on a le premier tome de La Fille Dragon, qui s'intitule L'héritage de Tumba. Donc, je vous lis ça. À l'Opholina, Sophia rêve d'une autre vie, mais qui voudrait accueillir une adolescente ingrate de 13 ans. Jusqu'au jour où un professeur d'ethnologie l'adopte à la surprise de tous et lui révèle qu'elle est une dormante. Haru assis. 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 Couche-toi, rendu là. Non? Regarde la fenêtre. Ou pas. Oh, ok, bon, j'en reprends. Habitée par l'esprit d'un puissant dragon. Donc, une dormante, c'est... Elle est habitée par l'esprit d'un dragon qui dort. Qui n'est pas encore réveillé. Sophia n'aura d'autre choix que d'affronter son terrible destin. Donc, c'est ça. J'ai ici la version poche, mais aussi on peut avoir la version normale qui est peut-être un peu plus grande. Ah bon, ça se lit bien. Bon, ok, j'avoue, c'est peut-être écrit un petit peu plus petit. Mais bon. L'histoire est bonne et... Ouais, ça se passe en... Ça se passe-tu en Italie? Ah, ça se pourrait. En fait, une fois qu'elle est adoptée par le professeur, il lui révèle en gros qu'elle est une dormante et qu'elle n'est pas toute seule. Donc, au cours de l'aventure, on va rencontrer des gens comme elle, avec un dragon qui se sommeille en eux. Et on va comprendre aussi toute l'origine, le temps où il y avait les dragons et tout ça. Ben, c'est bon quand même. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. D'ailleurs, c'est une de mes amies qui me l'a recommandé. Salut Camille, si tu vois cette vidéo, c'est effectivement de toi que je parle. Donc, voilà pour La Fille Dragon. Allez lire ça, c'est bon. On enchaîne avec le prochain, et lui, tout le monde le connaît, c'est sûr. J'ai nommé Harry Potter. Donc, le premier, c'est Harry Potter et à l'école des sorciers. Donc, vous savez, pour les habitués, vous savez pas mal c'est quoi. Je vais vous le lire quand même pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter. Ça se peut. Il y a des gens qui ont jamais connu le Harry Potter. Ça se peut. Ils ignorent peut-être que c'est la série là, qui s'est vendue le plus... qui a vendu le plus d'albums. De tombes, en fait. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ça, je vais vous entraîner dans l'univers du jeune sorcier. Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, ça c'est vrai, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie où une place l'attend depuis toujours. Voler sur des balais, jeter des sorts, combattre les trolls, Harry Potter se révèle un sorcier vraiment doué. Ouais, quand on s'entend que... Quand on sait qui est son père, on s'y attend. Mais quel mystère entoure sa naissance et quelle l'effroyable V, le mage dont personne n'ose prononcer le nom. C'est ça. Celle-là, c'est l'édition Follow Junior. L'édition française, la toute première. Et ça se lit bien. Il y a juste
qu'il a aussi le 4. Ouais. Mais il semble qu'en Follow Junior, il y a aussi le 4, ou ça s'arrête au 3. Ah ouais. Follow Junior, ça s'arrête au 3e. Et Audition Gallimard, ça s'arrête à la Coupe de Feu. Bon, j'imagine qu'à ce moment-là, était pas encore sorti et que le 5, le 6 et le 7 sont sortis sur les éditions Gallimard après. Donc c'est pas mal ça pour Harry Potter. Comme je dis, ça se lit bien. C'était avant tout un roman pour enfants. Ah, et t'as aussi les résumés des tomes 2 et tomes 3 à la fin. Donc oui, comme je dis, ça se lit bien. Pas beaucoup de chapitres ici. À peu près 300 pages. Comme je dis, c'est vraiment pas beaucoup. Pour commencer à entamer la série Harry Potter, voilà. Donc, magie, sorcier, créatures fantastiques, vous êtes servis dans Harry Potter. Bon, maintenant, on rentre dans la catégorie, pas catégorie, mais la partie créatures fantastiques. Ouais, je peux commencer avec ça. De toute façon, bon, je le dis tout de suite, j'ai des vampires. Oui, j'ai des romans avec des vampires. J'adore les vampires. Et ouais, ben bon, j'en ai un seul pour l'instant dans partie fantasy urbaine. Mais bon, mes autres romans de vampires seront dans section fantastique. Donc, vous vous doutez un peu de quel roman je vais sortir. Il s'agit bien de Twilight. Bon, certes, vous avez probablement rejeté cette série juste à cause des films. Mais bon, c'est un peu le même principe qu'avec Eragon. Souvent, les romans sont meilleurs que les films. Donc, allez le lire pour tenter de comprendre un peu plus ce qui se passe dans la tête des personnages. Parce que souvent, c'est ça. Hein, tu vas lire un livre surtout pour savoir ce qui se passe dans la tête des personnages. Et d'ailleurs aussi... Ah, j'ai oublié de préciser, c'est écrit par Stephanie Meyer. Et j'étais en train de dire que, oui, il y a eu plusieurs petits livres en lien avec la série. Donc, le petit livre qui a rapport avec... je me sais plus comment elle s'appelle. La petite fille qui devient vampire dans le 3e. Ben, c'est un petit roman qui raconte sa vie. T'as aussi... la version que j'aime beaucoup du premier, que c'est du point de vue d'Edward. Pour l'histoire normale, t'es du point de vue de Bella, mais pour celle-là, t'es vraiment du point de vue d'Edward et tu comprends qu'est-ce qui se passe dans sa tête en fait. Pourquoi il est allé pourquoi il est parti pendant une semaine, puis qu'il est revenu après, puis qu'il semble moins fru. Ouais, tu comprends tout pourquoi. Et tu comprends aussi la fameuse scène où que Bella entre dans la classe, puis elle passe à côté du ventilateur, puis tu le sais, là. Tu le sais que l'odeur de Bella arrive jusqu'à Edward, puis il est comme... Ah! Je veux dire, il prend par surprise, puis l'odeur est tellement forte, il est comme... En fait, qu'est-ce qu'il fait avec sa main? J'imagine qu'il cache ses dents. Ouais, imagine, il fait sa transformation en vampire devant tout le monde. Ça serait pas vraiment une bonne chose. Surtout si tu veux garder l'existence des vampires secrètes, là. Et dire que Bella pense qu'elle sent mauvais. Au contraire, tu sens bon. Edward trouve que tu sens vraiment bon. Et c'est pour ça qu'il était comme « Oh non, il faut pas que je révèle que je suis un vampire. » En gros, c'est ça. Et en lisant cette version, tu comprends vraiment tout ce qui se passe en tête d'Edward, ses pensées, et tu comprends vachement beaucoup de choses. Donc, ben, je vous dis ça. Bella, 17 ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère pour s'installer chez son père. Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la pluie ni à Fox, où l'anonymat est interdit. Mais elle rencontre Edward, lycéen de son âge. Ben, de son âge, oui. D'une beauté inquiétante, quel mystère et quel danger cache cet être insaisissable, aux humeurs si changeantes.
À la fois attirant et hors de la tête, Edward Cullen n'est pas humain. Il est plus que ça, Bella en est certaine. Ouais, je pense qu'on s'en doute un peu, hein. Le premier tome de la saga de Stephanie Meyer, devenu un véritable phénomène international, avec plus de 18 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Vous voyez, c'est pas parce que le film est pas bon que le livre l'est pas. Le nombre de ventes en est la preuve. Donc, ouais, ça se lit bien. L'écriture est quand même bien grosse, ça se lit bien. Et c'est une belle petite brique d'environ 500 pages. Donc, ça se lit bien et, comme vous le savez, il y a 4 tomes. Oui, bien sûr, il y a 5 films, mais ils ont décidé de séparer le dernier livre en 2 parties. Ils font ça souvent quand le livre est trop gros et qu'on veut mettre des choses le plus possible. Ils ont fait ça aussi avec Hunger Games. Bon, ben, c'est pas mal tout pour Twilight. Sérieusement, ne sous-estimez pas le livre parce que vous avez détesté le film. Au contraire, c'est une raison de vouloir découvrir qu'est-ce que l'auteur avait imaginé au début. Et si ça correspond bien avec le film. Bon, on enchaîne avec l'autre. On enchaîne avec une histoire... Vous savez quoi? Je vais commencer par celui qui est en bas de la pile. Parce que je voudrais garder pour la fin de cette partie pour l'écriture vraiment fantastique. Fantaisie, l'erreur de traduction, je sais pas quoi faire avec ce mot. Bon, on va y aller avec, comme je dis, le livre en bas de la pile. J'ai nommé Les Gardiens des Cités Perdues. C'est un peu comme le même principe que Luna, sauf que on a une interaction avec le monde normal, parce que comme je l'avais raconté dans le résumé de l'autre vidéo, la fantaisie urbaine et le fantastique, c'est tout simplement le monde magique et le monde normal qui se côtoient, qui interagissent ensemble, qui est dans le même monde en fait. Et là-dedans, ça se voit bien, parce que les cités perdues, c'est là où vivent les elfes, et les cités interdites, qui appellent ça, c'est en gros nos villes à nous. Par exemple, San Diego où Sophie a vécu. Sophie qui est la personnage principale. C'est vraiment bon. Je suis les sorties de livres quand ils sortent et je suis rendue au tome 8.5. Pourquoi je dis 8.5? Parce qu'elle a décidé de faire un spécial avec plein d'infos dedans intéressantes que j'ai pas encore lues. Et ensuite, ben, j'imagine que l'auteur est en train d'écrire le dernier tome, le tome 9. Ou ben elle va se dire, ben 9 ça marche pas parce que c'est pas un nombre pair comme 10, donc on va écrire un autre. On sait pas ce qui se passe dans la tête des auteurs, à part la mienne, évidemment, parce que c'est la mienne. Bon, je vous lis ça. Vous rêvez de visiter l'Atlantide ou la mythique cité de Sangrila, suivez le guide. Oui, quand je dis les cités perdues, c'est vraiment ceux-là. L'Atlantide, Shangri-La, la Cité d'Or. En même temps, c'est pas juste des elfes qui vivent là, on finit par découvrir que toutes les créatures qui existent, qui partent du gobelin au troll, au nain. D'ailleurs, on découvre les nains sont assez différents de tout ce qu'on connaît. Mais bon, c'est des petits détails que vous découvrirez en le lisant. Depuis des années, Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Elle se sent à part à l'école où elle n'a pas besoin d'écouter les cours pour comprendre. La raison, elle est dotée d'une mémoire photographique. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'elle n'a jamais révélé à personne, c'est qu'elle entend passer les autres comme s'ils lui parlaient au doigt. En gros, elle fait de la télépathie. Un casque vissé sur la tête pour empêcher ce bruit de fond permanent de la rendre folle. Elle se promène un matin avec sa classe au musée d'histoire naturelle quand un étrange garçon l'aborde. Oui. Oui, j'adore la romance, donc je sais exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de la romance. Mais ça, vous allez le découvrir, tout seul. Dès cet instant, la vie qu'elle connaissait est terminée. Elle n'est pas humaine et doit abandonner son existence entière pour rejoindre un autre univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. Bon, il précise un autre univers, juste se déplacer, se téléporter d'un endroit à un autre, mais elle reste quand même sur la Terre. C'est impliqué que tout ce qui trouve de toutes les villes perdues où est-ce que les elfes vivent, en fait, c'est juste la Terre. C'est pas sur un monde parallèle, tout ça. C'est
exactement la même place. C'est juste hyper caché. Pour pas que les humains normaux, ils tombent là-dessus. Il y attend une pléiade de nouveaux condisciples, amis et ennemis, et une question obsédante. Qui est-elle? Pourquoi l'a-t-on cachée dans le monde des humains? Pourquoi n'a-t-elle que des souvenirs partiels de son roman? Donc, oui. C'est vraiment une bonne série, écrite par Shannon Messenger. Vraiment, c'est une de mes préférées. D'ailleurs, c'est une des seules que j'ai vraiment continué, là. C'est vraiment bon. Bon. Certes, la protagoniste a peut-être 12 ans au début, parce qu'elle est pas mal jeune, mais elle finit par grandir et vraiment, je vous recommande cette série, elle est vraiment bonne. D'ailleurs, j'ai bien l'intention de l'adapter en série télé animée, une fois que je serai devenue réalisatrice, quoi. Et je compte bien faire honneur à l'auteur et à la série tout entière. Voilà pour Gardien des cités perdues. Celui-ci, un autre livre écrit par une Québécoise. Il s'agit de Pantera, écrit par Aude Vidal-Lessard. Ouais, j'ai pas mal compris que c'est écrit par une Québécoise parce que j'ai regardé et l'auteur est effectivement québécois. C'est blogueur aussi. Elle a publié son livre à 19 ans. J'avoue, je l'envie un peu. Mais on voit bien que l'histoire se passe dans une ville au Canada. Bon. Je vous lis ça. On dit que des yeux qui sont le miroir de l'âme. Que révèlent les vôtres? Ouais, parce que le titre du tome, c'est Les yeux. Alana Martinescu n'est pas humaine. Elle est une panthéra, une créature mi-femme, mi-félin. Malgré ce secret, elle mène depuis l'enfance une vie tranquille dans la petite ville de Black Falls. Heures de cours, travail à la boutique du vieux vinyle et course à travers bois sous sa forme animale s'enchaînent de façon routinière. Les choses changent toutefois brusquement le jour où la famille Daniels emménage dans le manoir de la rue Duke. Manoir qui était abandonné en passant. Le cadet Shay est d'une beauté à couper le souffle, on s'en doute un peu, et possède un tempérament aussi fougueux et imprévisible que l'orage, dont les yeux sont souvent comparés à un gris de ciel d'orage. C'est bien fait, en fait. Dès leur première rencontre, Lana se prend d'intérêt pour ce jeune homme qui met inexplicablement son sixième sens en déroute. Entre son cœur qui s'affole dès qu'elle l'aperçoit et son instinct qui lui hurle de le fuir comme la peste, elle ignore cependant si elle doit faire confiance au nouveau de Black Falls ou le craindre, car l'adolescente n'est pas la seule à avoir des secrets. Et ceux de chez Daniels pourraient bien s'avérer mortels. Donc c'est une trilogie de 3 tomes. Bon, techniquement, c'est un euphémisme quand je dis ça. Léonard. Le tome 2, c'est les crocs, puis le 3, c'est les griffes, je pense. Parce que dans cette optique-là. Et c'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Jusqu'à la fin. Quoique, t'as quand même un plot twist qui arrive à un moment donné, puis tu t'y attends pas du tout. T'es comme, oh non, c'est pas vrai. Et ça vaut vraiment la peine de le lire, vraiment, c'est bon. Et qu'est-ce qui m'a attiré au premier abord, c'est surtout le fait qu'elle se transforme en panthère, hein? Moi qui adore les félins. Ouais, l'écriture c'est bien aussi, c'est bien écrit, c'est une belle petite brique. 400 pages, des éditions AA, les mêmes que Algracia, deuxième édition. Ouais, c'est bon, je vous le recommande vraiment. Ouais, le personnage principal est le fun, je l'aime bien. Donc, on passe au prochain. On entame cette première partie avec le dernier livre on finit la première partie avec ce livre. L'héritage des Sirénas. Donc, le premier tome s'appelle Poséidon. C'est pour ça que tu vois pas vraiment l'héritage des Sirénas quelque part ici, parce que probablement qu'ils ont décidé de faire la série plus tard. Donc, voilà.
Galen, le prince des Sirenas, est en mission et doit retrouver une fille qui, paraît-il, a le pouvoir de communiquer avec les poissons. Donc là, ça commence plutôt bien. Emma est en vacances à la plage, quand elle tombe littéralement, sur Galen. Les deux adolescents ressentent immédiatement un lien particulier. Mais il faudra plusieurs rencontres fortuites, dont une confrontation mortelle avec un requin, pour que Galen soit persuadé du pouvoir d'Emma. Donc la fille qui cherchait, c'est Emma, c'est dit direct dans le résumé. Seulement elle pouvait la convaincre qu'elle détient la clé de son royaume. Narré tour à tour du point de vue d'Emma et de Galen, Poséidon raconte avec humour, mystère et une bonne vague de romantisme la pétillante histoire de deux poissons hors de l'eau. Sérieusement, j'ai aimé ça tout de suite. J'ai lu la trilogie au complet et j'adore toujours autant. C'est une autre de mes amies qui m'a conseillé ce livre. Salut Jenny, si t'écoutes cette vidéo. Donc, c'est bien de toi que je parle ici. Et c'est écrit par Anna Banks. C'est écrit qu'elle est auteure de best-seller du New York Times. Donc, elle est américaine et Poséidon est son tout premier roman. Ah, j'ai hâte de publier le mien. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, j'ai vraiment adoré les sirènes, j'aime bien ça aussi. Et d'ailleurs, j'ai aussi une sorte de sirène qui est en brainstorming, mais qui est peut-être un petit peu plus réaliste. Ouais, là, on est clairement dans vraiment le côté sirène, la petite sirène de dîner. Mais mon histoire, c'est plus au niveau réaliste, un peu comme la série Siren, qui est maintenant disponible sur Disney+, si vous voulez aller voir. Donc, c'est pas mal ça pour Poséidon. Courez, allez le lire, c'est vraiment bon. Si vous aimez ça, les sirènes, la romance, puis les séries qui se passent à la plage, cette série est faite pour vous. Donc, ce qui conclut la section fantasy urbaine. On enchaîne ensuite avec la deuxième catégorie, le fantastique. Ouais, je vais commencer avec ça. Macy Thompson, donc le premier tome c'est L'appel de la lune, écrit par Patricia Bridge, qui est une américaine aussi. Bon, c'est classé roman d'épouvante, mais je dirais que c'est pas mal fantastique. Pour adultes aussi. Quand je l'ai lu, je dois avouer que j'ai quand même aimé ça, ce changement d'atmosphère, que quand le personnage est une adulte, elle a 37 ans. Et j'avoue, j'ai vraiment aimé ça. Ça revisite complètement la légende des loups-garous et c'est vraiment bien écrit. Quoique je dois avouer que c'est un peu petit. Mais bon, je le recommande aux adultes seulement et pas aux adolescents. Oui, je suis d'accord avec ça. Pas mal aux adultes. Il y a aussi un côté un petit peu plus mature, comme les seinen chez les mangas. Et vraiment, c'est vraiment bon. Les loups-garous peuvent être dangereux si vous vous mettez en travers de leur chemin. Ils ont un talent extraordinaire pour dissimuler leur véritable nature aux yeux des humains. Mais moi, je ne suis pas tout à fait humaine. En effet, Macy Thompson n'est pas une fille des plus banales. Mécanicienne dans le Montana, c'est une dure à cuire qui n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis et à sortir les griffes quand le danger frappe à sa porte. Mais ce n'est pas tout. Son voisin très sexy est le chef de meute d'une bande de loups-garous. Le minibus qu'elle bricole en ce moment appartient à un vampire. Et la vieille dame très digne qui lui rend visite vient jeter des sorts sur son garage. Au cœur de ce monde de créatures de la nuit, Macy se trouve mêlée à une délicate affaire de meurtre et d'enlèvement. Donc, j'avoue, j'aime pas mal ça, ce côté, non seulement t'enquêtes parce que t'as un meurtre et un enlèvement à élucider, mais aussi t'as tout le côté naturel avec les créatures, avec le loup-garou, les vampires, pis tout ça. J'aime vraiment beaucoup ce côté enquête-là. Mais bon, cette fois-ci, ce n'est pas une policière. Mais j'ai un autre roman que c'est une policière et c'est vraiment bon. Bon, comme j'ai dit, c'est vraiment pour adultes et j'ai vraiment aimé ce changement d'atmosphère quand
on a les pensées d'une adulte et non d'une adolescente. J'ai vraiment aimé ça. Et aussi, ça fait du bien aussi de trouver un peu de maturité. Bon, certes, les adolescents, ils deviennent matures avant l'heure parce qu'il y a quelque chose qui leur arrive, mais là, c'est vraiment une adulte et ça fait du bien à vent fraîcheur parce que c'est la première fois que je lisais un livre pour adultes comme ça. Bon, oui, c'est vrai, j'ai lu Alice de Patrick Sénécal, mais j'ai pas vraiment aimé. Bon, oui, certes, j'ai aimé tout ce qui entoure au niveau de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, mais ça s'arrête là. Mais ça, c'est vraiment bon, je vous le recommande. Je sais pas, il y a combien de tomes. Mais bon, on les trouve à la bibliothèque et à Archambault. Quoique, je sais pas si la bibliothèque à Gastelapo est rouvert. Ah, ça, c'est une bibliothèque qu'il y a dans ma ville. Mais bon, vous pourrez procurer ça pas mal partout. Donc, on passe au suivant. On est quand même encore dans côté général des créatures fantastiques. Donc, je vais poursuivre avec ça. Et ensuite, on va finir avec les vampires. Donc, cette série se nomme La Cité des Ténèbres. Et c'est écrit par Cassandra Clare, une américaine. Ouais. Il est écrit, ce livre est tellement beau que l'on devient dangereux. Ouais, quelle bonne blague. Donc, ça, c'est le premier tome de la série principale qui en compte 6 de cette taille-là, à peu près. Ça se lit plutôt bien. L'écriture est pas mal grosse. Vous voyez, ouais. Bon. Un signet vient de tomber. Qui était pas vraiment un signet, en fait, c'est juste un bout de papier. Bon, donc celle-là, c'est la série principale, ou la série mère, qui contient 6 tomes. Celui-là, c'est un préquel, et c'est une trilogie qui raconte des événements qui se passent à l'époque de la reine Victoria, donc à l'époque victorienne. Et finalement, celui-là, que c'est 4 livres qui se passent 5 ans après la fin de la série mère. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons les 6 de la Cité des Ténèbres, puis nous avons les 3 ici de le préquel. Donc ça serait j'allais dire une postlogie, mais c'est pas 3, c'est 4. Mais c'est quand même... Il y a un 3.1 puis 3.2, donc c'est pour ça que je lui ai dit 4 tomes. Bon, je vais vous lire le résumé de la série mère. Ensuite, on embarquera avec les autres. Bon. Clary n'en croit pas ses yeux. Donc, avant de commencer, je vais dire ça comme ça. Il y a 3 personnages principaux féminins forts dans ces 3 séries-là. Et donc, nous avons Clary dans La Cité des Ténèbres, Tessa dans Les Origines et Emma dans Renaissance. Donc, on part avec ça avec 3 personnages féminins puissants. Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Et détail terrifiant, le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et l'appartement complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombres. Ou Shadowhunter en anglais. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. Donc, oui, on entre pas mal dans le côté fantastique dès qu'on mentionne les démons. Et aussi, pas mal toutes les créatures fantastiques qu'on trouve normalement. Les loups-garous, les vampires, les chasseurs d'ombres. Et les fées. Bon, ça, ici, il m'en manque une. Loups-garous, vampires. Ah, oui, les sorciers. Les sorciers qu'on explique qu'ils ont du sang de démon. En fait, tout ce que je viens de vous nommer, c'est les créatures obscures. T'as les Shadowhunters, les créatures obscures et les démons. Donc, c'est pas mal ça.
Et les fées, c'est pas nécessairement Tinkerbell. On est loin de Tinkerbell, c'est sûr. C'est pour ça que c'est pas mal classé dans Fantastique, parce que ces fées-là sont vicieuses. Ils ont une loi qui fait qu'ils n'ont pas le droit de mentir. Donc, ils ont développé des techniques pour de pas dire la vérité, puis tout ça. D'omettre de dire certaines choses. Et c'est bien un truc que j'ai remarqué dans cette série, c'est que les Shadowhunters la plupart sont vraiment racistes envers les créatures obscures. Juste sous prétexte qu'ils ont du sang de démon. Ça, j'ai toujours haï ce genre de personnage-là. Donc, oui, j'ai dit Shadowhunter. Il y a effectivement une série Netflix qui est terminée, qui était censée suivre le roman, mais en fait, à part dans sa direction, et c'est pas du tout ça, donc... je pensais qu'ils allaient réussir l'espoir de suivre le livre, et ben non, ils ont voulu continuer à leur sauce, c'est ce qui a fait que la série est plus si bonne que ça. Mais il y avait quand même un bon début. Bon, ben, j'ai vu ça. Je vous l'ai déjà lu, en fait. Ouais. Ben, c'est ça, l'aventure, c'est en... Ben, en fait, il y a deux parties. T'as les 3 premiers livres, et ensuite, t'as les 3 derniers livres. Ouais. Ouais. T'as vraiment une notion de racisme dans ces livres-là envers les créatures obscures. Comme j'ai dit, sous prétexte qu'elles ont du sang de démon, là, il dit « Oh, le méchant de l'histoire, il dit « Oh, je veux purifier le monde de tout le sang de tous les démons, donc ça implique tuer les créatures obscures. » Et ce qui... Ben, ce qui est génial, en fait, c'est que l'héroïne, elle a des amis créatures obscures, donc ça lui donne une motivation pour protéger ses amis. Non, sérieux. Comment dire ça? Oui, il y a aussi un film, La Cité des Ténèbres, qui est sorti quelques années avant la série. Pourtant, le film portait un peu à sa sauce aussi. Bon, je vous conseille de regarder la série puis le film si vous voulez vraiment avoir un petit encas avant de lire le livre. C'est pas mal ça. Bon, on enchaîne avec les origines. Ouais, c'est sûr qu'on se demande, tiens, pourquoi c'est écrit en anglais? C'est tout simplement parce que la série s'appelle The Mortal Instrument. En français, c'est La Cité des Ténèbres. Donc, c'est pas mal toute la même édition. Ah non, ça c'est Pocket Jeunesse. Bon, les origines, c'est quoi? C'est Tessa, donc le deuxième personnage féminin puissant, ben, forte, avec des filures. Débarque à Londres pour rejoindre son frère, mais à peine arrivée, elle tombe dans un piège. Enlevée par les horribles sorts noirs, elle développe des pouvoirs qu'elle n'aurait possédés. Jusqu'au jour où Will, un chasseur d'ombre, la libère et lui apprend qu'elle est une créature obscure. Donc, je conseille de... Ouais, lisez celle-là en premier. Ça va faire une chronologie. Oh. Ouais, qu'est-ce que je vous recommande? Ouais, vous savez quoi? Lisez celle-là en premier et ensuite lisez la série mère. Le jour où sa sœur d'ombre la libère et lui apprend qu'elle est une créature obscure. Un nouveau destin attend Tessa dans un monde mystérieux où vampires, sorciers et autres créatures de l'ombre règnent en maître. Ouais. D'où le mot ombre, obscur, on est pas mal dans le côté de fantastique. Certes, il y a de la magie, mais t'es pas mal livré à toi-même, là, avec les ressources que t'as. Donc, voilà, ça, c'est ça campe un peu l'univers des Shadowhunters à l'époque victorienne, d'où le mot les origines. Et finalement, Renaissance. Excusez-moi, je vais boire une gorgée. Avec le premier tome, La Princesse de la Nuit. Donc, comme j'ai dit, ça commence 5 ans après la fin de la série mère. Donc, voilà. Après le meurtre de ses parents, Emma Cornstel,
Donc, juste une petite remarque. Vous lisez les origines en premier, ensuite la série mère, et vous tombez là-dessus, puis vous connaissez le pouvoir des noms de famille. Ouais, les noms de famille, c'est quelque chose qui est quand même récurrent, puis vous serez capable de faire des liens avec ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. Elle rejoint l'Institut des Blackthorn pour devenir une redoutable chasseuse d'ombre. Et quand on découvre des crimes similaires, elle décide de retrouver l'assassin et de se venger. Donc en gros, elle vit à l'Institut de Blackthorn depuis que ses parents sont décédés. Et elle s'entraîne pour devenir une chasseuse d'ombre. Ensuite, je pense quand elle a 17 ans, il tombe sur un cas pareil à comment ses parents sont morts, donc comment le cadavre qu'il vient de trouver, il présente les mêmes traces de mort que ses parents. Je sais pas que c'est clair. Donc, elle décide d'essayer de retrouver l'assassin et de se venger parce qu'elle est convaincue que celui qui a fait ça à ses parents. C'est clair. Mais de nombreuses questions surgissent. Que veulent dire ces étranges inscriptions sur les corps? Pourquoi l'enclave leur a-t-elle interdit de chercher le coupable? Et surtout, pourquoi ses pouvoirs de parabataille deviennent-ils aussi puissants en présence de Julian? Ah oui, qu'est-ce que j'aime bien aussi dans cette partie-là, c'est que on rentre dans un amour impossible avec Emma et son parabataille Julian. Donc, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo et qu'on va en apprendre plus dans la série mère et dans les origines, parce que dans les 3 séries, il y a 3 couples de parabataille. Ben, couple de 2 personnes, que c'est pas vraiment... qui peuvent pas... Ben, c'est ça le problème. Il y a une loi de l'enclave qui dit que tu peux pas être amoureuse tu peux pas être amoureux de ton parabataille, tu peux pas te marier avec ton parabataille parce que c'est comme ton frère, mais plus. Bon, vous verrez tout ça en lisant le livre. Et c'est ce que j'ai aimé tout de suite en débutant ce livre. Et déjà, les personnages d'Emma et de Julian, t'es vois à la fin de la Cité des Ténèbres. Donc je trouve que c'est fun de suivre eux autres une fois qu'ils sont adolescents. Et comme si c'était pas évident, j'adore les amours impossibles, que finalement ils réussissent. Et malgré tous les obstacles, ils finissent par être ensemble. Quoique, pour le côté parabataille, je sais pas, j'ai juste lu le premier. Ce qui conclut la Cité des Ténèbres. On enchaîne alors avec les vampires du Comté fantastique. Bon, le premier sur la pile, c'est Kiara Hudson et les vampires. Et le premier tome s'appelle Corps de nuit. Donc c'est lui le fameux roman où que le personnage principal est une policière, puis elle affronte des vampires avec comme seule arme son pistolet. Donc là, on est clairement dans le côté fantastique à cause des ennemis qui affrontent. Mais on va découvrir plus tard que ses alliés, c'est un peu des Edward en fait, mais pas vraiment. Qu'est-ce que je faisais par vampire Edward? C'est des vampires qui ont quand même une part d'humanité, qui ont des pouvoirs magiques. En tout cas, c'est pas juste des créatures dénouées qui ont pas d'âme, qui tout ce qu'ils veulent c'est boire le sang de ses victimes, comme qu'on trouve là-dedans. Ah, c'est sérieux, c'est bon. Et si vous adorez comme moi le mélange de policier vampire, sérieux, j'adore ça. L'enquête avec le son naturel, ce roman est pour vous et les autres aussi. Bon, lorsque la jeune recrue de police, Kiara Hudson, 20 ans, est affectée dans la ville isolée de Regenscove, sa vie bascule. Elle enquête sur une série de meurtres horribles, de profanation de sépultures et de disparitions. Bon, déjà, pour un policier, c'est quand même une lourde charge. Kiara utilise ses dons de vision exceptionnels et découvre rapidement que sa propre vie est en danger. Bon, je dois avouer qu'il y a un petit côté fantasy là-dedans parce qu'elle a quand même son pouvoir magique pour l'aider. Lorsqu'elle tombe amoureuse de l'agent Luke Bishop, non seulement son cœur et son esprit s'ouvrent-ils à un nouvel univers terrifiant, d'où l'univers des vampires, mais elle soupçonne que Luke pourrait être impliqué dans les meurtres. Dans une course contre la mort pour trouver la vérité, Kiara doit découvrir l'identité de la personne ou de la chose qui est responsable de ces meurtres abominables pendant son corps de nuit. Ouais, quand on précise chose, c'est que la chose n'est plus tout à fait humaine.
Bon, ben c'est ça. Il y a un tome 2. Et je pense qu'il y a un tome 3, mais malheureusement, il n'a pas été traduit en français. Ce qui me rend un peu triste en fait, parce que j'aurais vraiment voulu continuer. Sinon, pour l'écriture, ça va aussi. C'est une bonne grosseur. C'est une belle petite brique aussi, avec à peu près 250 pages. C'est bien. Et c'est écrit par Tim Uruk, mon doigt cache. Voilà. Donc, voilà pour ça. Je vous recommande vraiment de le lire. Et si vous comprenez, si vous pouvez le lire en anglais, continuez ça en anglais. Sérieux, ça vaut vraiment la peine. On poursuit avec un autre roman de vampire. Vampire Academy de Rachel Mead. Ah, il me reste pas beaucoup de pourcents de batterie. D'accord. Donc, il y a eu un film de Vampire Academy qui est bon aussi. Je vous le recommande avant de entamer la série. C'est... Ah, pour vrai, c'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé. Seul votre meilleur ami peut vous protéger de vos ennemis. Saint-Vladimir est un lycée privé hors du commun. À l'abri des regards indiscrets, de jeunes vampires y apprennent la magie. Bon, oui, c'est vrai, il y a un petit bout de fantaisie aussi, mais les ennemis qu'ils affrontent, on est pas mal dans le fantastique. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Donc, il faut qu'ils combattent des ennemis avec juste leur pouvoir à eux et leur force. Rose Hathaway est une vampire et elle doit assurer la protection de sa mère Melissa, princesse Moroi. Donc, dans le film, Rose explique pas mal un peu les catégories de vampires qu'on trouve. Menacées au sein même de l'académie, Lisa et Rose ont fugué ensemble et ont été ramenées de force derrière les hautes portes de Saint-Vladimir. Entre intrigues machiavéliques, rituels nocturnes, inavouables et amour interdit. Amour interdite? Amour, c'est masculin, dude. Ou fille, en tout cas. Elles doivent rester sur leur garde. Les Strigoi, vampires immortels et ennemis jurés des Moroi, donc tout ce qui... Bah, le nom le dit, quoi, pourraient bien faire de Lisa l'une d'entre eux pour l'éternité. Donc, vois-tu, c'est ça. Les Strigoi sont éternels, mais pas les Moroi. Ni les vampires, d'ailleurs, que, comme elle explique dans le film. Un vampire, c'est moitié vampire, moitié humain. Phénomène international. Plus de 4 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis, traduits en 30 langues et bientôt adaptés au cinéma. Comme je dis, il y a un film. C'est bien écrit aussi. 300 pages à peu près. C'est bien... Il y a quand même une bonne grosseur. Ah oui, t'es pas mal plongé dedans. Ouais. Donc, il y a... Je pourrais pas dire combien tombe dans série, mais ça vaut vraiment la peine. Si vous adorez les vampires et que vous avez vraiment aimé le film, courez, allez lire le livre, ça vaut vraiment la peine. On termine cette catégorie de fantasy urbaine et fantastique avec le dernier livre, Madison Rose et les vampires. Donc c'est un peu le même principe que Kieran Hudson et les vampires. D'ailleurs, il y en a un autre. Sauf que c'est pas une policière. Et le premier, c'est Le meurtre dans le sang. Et c'est écrit par Suzanne Jaffarian, ici. Donc, oui, la page couverture peut effectivement vous dire quel genre de livre on a à faire. Donc, voilà. Qui ou quoi chasse dans les rues de Los Angeles au cœur de la nuit. Donc, ça se passe à Los Angeles. Donc, j'ai ici le tome 2. Ici. Donc, c'est une histoire sur 2 romans. 2 tomes. Des vampires. Des vrais vampires vivants. Morts vivants. Suceurs de sang vivant dans la Cité des Anges. Madison Rose, une serveuse dégourdie dans la vingtaine, ne l'aurait jamais cru. Jusqu'à ce qu'un vampire contrecarre une attaque brutale contre elle en surgissant juste à temps pour arrêter son agresseur d'une seule morsure fatale et délicieuse. Madison a été sauvée par des vampires, mais est-ce bien le cas?
Elle apprend que des femmes ont été portées disparues, leur corps sans vie retrouvés vides de tout leur sang. Bon, ça c'est pas mal le quotidien pour les vampires. Après ça, le meurtrier la pourchasse. À mesure que la violence augmente, Madison est l'enquêteur du service de police de Los Angeles, Mike Noche. Donc, il y a effectivement un policier. Qui, oui, pour la romance, c'est un peu compliqué, mais j'aurais préféré. En tout cas, je l'aime bien, le policier. Ainsi qu'un entourage de vampires séduisants et dangereux cherche le véritable tueur. Madison, de son côté, continue à garder un œil méfiant sur les vampires assoiffés et frivoles. Survivra-t-elle un jour? Donc oui, comme je dis, c'est une série qui s'étend sur 2 tomes. Et c'est un petit peu plus adulte aussi. Mais on reste quand même dans le côté qu'elle a des vampires vachement sexy qui l'accompagnent. Un peu comme des vampires Edward, mais c'est pas autant comme Carotine et les vampires. Donc, il y a une petite différence entre les deux ici. Mais j'avoue, j'ai vraiment aimé ça. Une autre enquête pour comprendre un peu ce qui se passe. Mais le policier, il est pas mal. Tu le fais appel quand t'en as besoin, mais bon, les vampires, ils l'aiment pas vraiment. Ouais, parce que le policier a des rivaux pour gagner le cœur de Madison. Donc, pas mal saison. Donc, si vous adorez les histoires de vampires avec des enquêtes criminelles, ben, c'en est un autre, ça. Et c'est des éditions AA ou ADA. Ouais, il me semble qu'il y a un D ici. Et ici, bon. Ben, c'est pas mal ça. Ça se lit bien aussi. Je l'avais-tu montré, l'écriture? Ouais, bon, c'est pas mal ça aussi. Ce qui conclut cette deuxième vidéo des suggestions de lecture que je fais. On se revoit la prochaine fois avec la 3e catégorie, les mondes parallèles, qui va être courte. Je vous le dis, elle va être courte. Mais bon, je vous en... En même temps, je vais vous en faire découvrir 2 séries. Donc voilà pourquoi je dis que ça va être court. Donc on se revoit la prochaine fois. Ciao! Espérant que vous avez apprécié, je vous invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo et abonnez-vous. C'était John Aria et compagnie et je vous souhaite une bonne journée.